Alors un point très important lorsque l'on pense aux conflits fonciers, c'est de garder à l'esprit que tous les conflits fonciers ne sont pas forcément des conflits violents. Et il y a même une grande majorité des conflits fonciers dans toutes les sociétés qui ne débouchent jamais sur des violences. On pense à des conflits interfamiliaux, des conflits entre voisins. Une bonne partie de ces conflits, parfois même, ne vont jamais jusqu'aux institutions judiciaires, par exemple, ou administratives. Donc la réelle question, c'est de savoir comment ça se fait qu'à un moment, des conflits qui font partie en fait de la vie quotidienne des sociétés deviennent violents. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup il y a une escalade violente de ces conflits qui génère donc des agressions entre des gens qui, par ailleurs, dans d'autres contextes, auraient des interactions tout à fait pacifiées. Les conflits fonciers deviennent violents essentiellement parce qu'à un moment donné, les intérêts d'un individu résonnent avec les intérêts de toute une collectivité, d'un groupe social. La réelle question empirique, donc, est de se demander comment ce lien entre les intérêts d'une personne et les intérêts de tout un groupe social se fait. Un élément qui peut favoriser ce lien est par exemple un contexte de crise politique. Au Kenya, dans les années 2007-2008, dans un contexte de crise électorale, de contestation des résultats d'une élection, il y a eu entre 1000 et 1500 morts, notamment dans les zones urbaines et en zone rurale, dans la zone de la vallée du Rift, dans le centre du pays. Ces violences post-électorales qui ont eu lieu dans ce contexte-là s'expliquent par un lien entre des conflits fonciers très forts dans cette région qui est caractérisée par un accaparement de terres, des mouvements, des déplacements violents de population depuis l'époque coloniale, et ce contexte donc de polarisation de la société, de crise politique, d'affaiblissement de l'État et d'affaiblissement des institutions. Donc ça, c'est ce qui permet de dépasser le cadre de l'individuel et de passer au collectif. Tous les conflits fonciers qui deviennent violents sont caractérisés par ce même mouvement de l'individuel vers le collectif. Aujourd'hui, une explication très courante pour penser aux conflits fonciers est l'explication environnementale. Donc, cette explication consisterait à penser que la rareté des ressources, la raréfaction des ressources, la pression de la population sur ces ressources-là, ou alors le changement climatique qui vient évidemment transformer ces relations-là, serait un facteur suffisant pour expliquer la violence des conflits autour du foncier. Alors, cette explication peut évidemment jouer un rôle dans certaines situations. Et avec la brutalité du changement climatique, elle jouera probablement un rôle de plus en plus central dans plein de conflits autour du monde. Cependant, elle est très rarement la seule raison et elle interagit toujours avec des facteurs politiques, des facteurs sociaux. Pensons par exemple au cas de la Somalie. C'est un cas paradigmatique dans lequel on pense à la brutalité du changement climatique avec la force des sécheresses, la sévérité des sécheresses dans cette région. En Somalie, environ 80% de la population dépend de l'agriculture pour sa survie. Et les mouvements de population provoqués par la sécheresse amènent des gens à se déplacer à l'intérieur du pays, à s'installer dans des régions dans lesquelles il y a des conflits qui ont lieu avec les communautés de ces zones-là. Ces conflits sont évidemment en partie produits par le changement climatique, mais aussi par l'incapacité des autorités à gérer ce déplacement de population. Parfois, ce lien entre la dimension environnementale et la dimension politique est encore plus explicite. Par exemple, au Mali, on explique souvent les conflits entre agriculteurs et éleveurs par la variable environnementale. C'est parce qu'il y a une raréfaction des ressources naturelles que, du coup, les agriculteurs et les éleveurs rentrent en conflit. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, dans le delta intérieur du Niger, ce qui est une zone agricole du pays, il y a des conflits très violents entre des agriculteurs, notamment Dogon,
et des éleveurs majoritairement peuls. Ces conflits ne s'expliquent pas uniquement par une raréfaction de ressources, ils s'expliquent en réalité par le fait que l'État a historiquement soutenu plutôt les agriculteurs, considérant que les éleveurs étaient, ou que l'élevage en général était une façon d'exploitation archaïque des ressources naturelles, que les éleveurs étaient nomades, donc mobiles, donc dangereux. Et donc il y avait un biais pro-agriculteur des politiques de développement. Lorsque les djihadistes arrivent dans cette région et lorsqu'il y a une situation de crise de l'État, les éleveurs ont plutôt tendance donc à soutenir cette insurrection djihadiste qu'ils voient comme pouvant les libérer de ce joug de l'État qui historiquement a été défavorable à leurs intérêts. Donc l'élément central à retenir est que les explications environnementales, bien qu'elles puissent faire partie de l'histoire, ne sont jamais suffisantes. La violence des conflits fonciers est souvent liée à une incapacité des institutions à les gérer, c'est-à-dire au fait que les institutions ne remplissent pas leur rôle. Et lorsqu'on pense à ces institutions, on pense évidemment aux institutions de l'État, aux institutions judiciaires, aux institutions administratives, mais on pense aussi à des institutions locales, voire informelles. Dans beaucoup de pays d'Afrique, les chefferies, les chefs de village jouent un rôle extrêmement utile dans la gestion de ces conflits, voire certains comités qui n'existent pas dans l'agencement administratif des États. Alors, pourquoi l'incapacité de ces institutions à gérer les conflits peut être un facteur de violence? La principale raison pour cela est que les institutions, à un moment donné, ne se voient pas reconnaître l'autorité par une certaine partie de la population, l'autorité, la légitimité à gérer les conflits. On a vu, par exemple, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le fait que les jeunes hommes ne reconnaissaient plus aux chefferies l'autorité pour gérer les conflits fonciers. Ils accusaient ces chefferies d'être acquises aux intérêts d'une partie de la population, notamment des migrants étrangers, ou alors du parti au pouvoir dans la période actuelle. Un autre exemple est celui, par exemple, du Sierra Leone. Au Sierra Leone, après le déplacement forcé d'une grande partie de la population rurale et la fin de la guerre civile, les jeunes hommes ne reconnaissaient plus aux chefferies villageoises l'autorité de gestion des conflits fonciers, puisqu'ils considéraient que les chefs prenaient systématiquement la défense des propriétaires fonciers, des chefs de famille, des hommes les plus âgés, et ne respectaient pas, ne soutenaient pas les intérêts de la jeunesse. Ils mettaient donc en cause la légitimité des chefferies à jouer ce rôle, et ce qui peut être un facteur de violence. Alors, cela montre que l'attitude de beaucoup d'ONG dans les conflits fonciers, qui consiste à déployer des projets qui vont chercher à gérer les conflits un par un, à résoudre les conflits un par un, et peut être facteur d'apaisement, mais ne va jamais gérer la dimension structurelle de ces conflits, puisque ce ne sont pas les conflits individuels qui posent problème, c'est l'incapacité institutionnelle à les gérer à l'échelle locale qui est la véritable source de violence. En conclusion de cette partie, on peut penser à plusieurs choses. Premièrement, les conflits fonciers sont des conflits complexes. La dimension foncière ne suffit jamais à expliquer la violence et l'escalade violente d'un conflit. Il faut toujours qu'un conflit foncier s'ajoute à d'autres dimensions politiques dans la société pour qu'il devienne violent. Deuxièmement, cette escalade est souvent expliquée par une faillite des institutions, une incapacité des institutions, et notamment des institutions locales, à gérer les conflits. Et la troisième conclusion que l'on peut tirer, c'est qu'il faut se méfier des explications simplistes, et notamment des explications qui ramènent tout à la rareté des ressources ou à la transformation de l'environnement, et que si ces explications environnementales peuvent avoir du sens, elles doivent toujours être rapportées à leur dimension sociale et politique.